Alors on se retrouve aujourd'hui en pleine canicule. En plus j'ai dû couper le ventilateur pour pouvoir tourner parce que sinon ça faisait trop de bruit. Donc vous risquez de me voir suer à l'écran. Et donc on se retrouve pour une vidéo alors qui sera un petit peu un mix. Ça sera à la fois une FAQ, donc j'en profiterai pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues depuis le début de la chaîne. Et puis ça sera aussi une sorte de tag pour présenter un petit peu la chaîne, me présenter. C'est un tag qu'avait fait Marian Botanical, donc ça s'appelait le tag nouvelle chaîne YouTube, et qu'avait repris la chaîne de l'Arche de Jessica. Et donc je me suis dit que j'allais le faire aussi parce que c'est un tag qui est plutôt intéressant justement quand on commence sur YouTube, quand ça fait pas longtemps qu'on est là, pour présenter un petit peu quel sera le contenu de la chaîne et puis apprendre à mieux se connaître. Je vais probablement commencer par le tag nouvelle chaîne YouTube et puis je vais ensuite enchaîner avec la FAQ. Et pendant que je fais ça, je vais en profiter pour me faire des tuteurs pour des plantes qui ont sacrément besoin de tuteurs. Donc voilà, donc je sais pas à quel point je vais réussir à faire deux choses en même temps, à quel point je vais réussir à parler, répondre aux questions et à faire mes tuteurs. Je suis pas sûre que ça soit mon fort, mais on va voir. Du coup je vais utiliser comment ça s'appelle? Je vais utiliser des sortes de planches comme ça, où je mets de la sphène dedans, et puis en fait je les replie comme ça, je les enroule pour pouvoir faire un tuteur. Alors ceux-là je les ai eus sur Groen Inuis. Je les ai achetés parce que moi d'habitude j'ai des tuteurs en coco. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, j'ai des tuteurs comme ça la plupart du temps. Parce que voilà, je suis un petit peu une flemmarde, donc j'ai jamais trop pris le temps de faire les tuteurs moi-même. Mais j'ai remarqué qu'il y a pas mal de plantes qui ont quand même du mal à s'accrocher sur les tuteurs comme ça. C'est le cas notamment des philodendrons de type grimpant. Et j'ai décidé que voilà, pour certains d'entre eux, j'allais leur faire des tuteurs où ils pourront beaucoup plus développer leurs racines aériennes dedans. Le seul désavantage de ça, c'est que ça demande d'entretenir quand même le tuteur, c'est-à-dire d'humidifier régulièrement la sphène. Il ne faut pas trop qu'elle s'assèche, et ça, c'est un petit peu contraignant, quoi. Bref, on n'est pas trop là pour blablater forcément de ce que je suis en train de faire, c'est plus pour m'occuper en même temps. Donc, on va commencer. Alors du coup, la première question du tag nouvelle chaîne YouTube, c'est simplement qui es-tu? Donc moi je m'étais déjà présentée un petit peu dans ma première vidéo qui était sur mon plan de tour. Je m'appelle Eline, j'ai 30 ans et je suis psychologue. Alors du coup j'ai un petit peu plusieurs métiers entre guillemets, c'est-à-dire que je suis principalement psychologue, donc je vois des patients. Et puis à côté, je suis enseignante, donc enseignante de psychologie à l'université et enseignante dans des formations de psychologie aussi destinées plutôt à des professionnels. Et puis à côté de ça, je faisais pas mal de recherche scientifique. J'avais fait un doctorat pour pouvoir faire de la recherche scientifique en psychologie. Mais là, ça fait quelque temps que j'ai un petit peu plus arrêté la recherche, parce que j'ai démissionné il y a quelques mois de l'hôpital où je faisais de la recherche. Donc voilà, que vous dire d'autre sur moi? Non, je pense que c'est l'essentiel. Ensuite, la deuxième question, c'est quelles sont mes passions? Alors, mes passions, c'est pas une question évidente parce que j'en ai à la fois beaucoup et pas beaucoup. Alors, je suis passionnée par les plantes, évidemment, et puis par la psychologie, ce qui est mon métier, mais qui est aussi une passion finalement. Autant sur le côté un petit peu scientifique de la psychologie, c'est-à-dire comprendre les mécanismes psychologiques, humains, etc. Mais surtout, ce qui me passionne vraiment dans la psychologie, c'est l'aspect humain, donc vraiment d'accompagner des gens pour les aider à aller mieux, à surmonter leurs difficultés, à mieux se comprendre. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Après, je ne sais pas si on pourrait parler forcément de passion, mais j'aime beaucoup les voyages.
et notamment ce qui va être de voilà, partir quand même assez longtemps pour faire un voyage un petit peu itinérant, un road trip pour vraiment découvrir un pays un petit peu plus en profondeur et vraiment prendre le temps sur place et voir différentes facettes d'un pays, d'une culture. Ensuite, j'aime bien aussi la décoration. Alors pareil, je sais pas si je dirais que c'est une passion, mais j'aime beaucoup la décoration, même si voilà, avec les plantes, j'ai de moins en moins de place pour vraiment avoir de la décoration en tant que telle. Les jeux vidéo, mais pareil, c'est pas vraiment une passion, c'est plus un centre d'intérêt, quoi. Et puis, j'aime beaucoup écrire aussi, même si c'est pas quelque chose que je fais beaucoup en ce moment. Je le faisais beaucoup plus à une autre époque. Mais voilà, j'aime bien écrire et puis bah, j'adore les animaux. Mais pareil, est-ce que c'est des passions? Voilà. En tout cas, c'est des choses que j'aime bien, quoi. Et je pense que mes deux passions principales, ça reste les plantes et la psychologie. Puis j'ai fait de l'équitation pendant très longtemps, mais j'en fais plus. Mais je pense que c'est quand même finalement encore dans mes passions, même si c'est plus vraiment une actualité aujourd'hui. Voilà. Ensuite, autre question. Pourquoi une chaîne YouTube? Alors, bah, cette chaîne YouTube, c'est surtout la continuité de mon compte Instagram, finalement. Compte Instagram que j'avais ouvert parce que bah, j'avais envie de partager. J'avais pas vraiment d'amis qui étaient passionnés de plantes dans mon entourage. Donc du coup, je pouvais pas vraiment partager là-dessus au quotidien. Et voilà, j'avais envie de partager davantage, d'avoir des personnes avec qui partager cette passion-là. Et ensuite, je suis passée de Instagram à YouTube parce que j'avais envie de faire des contenus un petit peu plus longs, un petit peu plus développés. J'étais un petit peu frustrée sur Instagram du côté très court des formats et du côté très photo aussi, qui a un côté un petit peu figé et où je trouve plus difficile d'avoir une forme d'authenticité dessus. Et moi j'aime beaucoup bah, les contenus un petit peu longs, où on prend le temps de parler, où on prend le temps de faire des choses du quotidien, etc. Donc d'ailleurs je regarde beaucoup les chaînes YouTube, notamment les chaînes plantes, mais pas que. Et du coup voilà, il y avait pas mal de... le format YouTube m'intéressait pas mal, le fait de pouvoir faire des vidéos un petit peu plus longues, de pouvoir prendre le temps de développer des contenus et de me sentir un petit peu plus libre sur le type de contenu que je pouvais développer. Donc voilà. Mais après je trouve que c'est assez complémentaire avec Instagram, c'est-à-dire que maintenant Instagram c'est là où je vais avoir envie de faire une story un petit peu plus rapidement, de partager quelques jolies photos, etc. Et puis tout ce qui va être un petit peu plus long, bah voilà, je vais plus le faire en vidéo ici. Ensuite, dis-nous-en un peu plus sur le nom de ta chaîne. Bah, moi pour le coup le nom de ma chaîne je pense qu'il est assez simple à comprendre, hein. C'est Plants, Psy and Coffee, donc plantes pour les plantes, psy parce que je suis psychologue et donc pour peut-être aussi psychologie parce que voilà, peut-être que j'en parlerai un jour. Et puis coffee, alors bon je parle pas de café sur la chaîne, mais c'est simplement parce que je suis une grosse accro du café. Et puis je trouve que l'idée de café ça représentait aussi un petit peu une ambiance un peu chill, un peu détente, un peu blabla, enfin donc voilà, j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait derrière le mot café, même si voilà, si vous êtes plus des amateurs de thé ou de jus d'orange, ça ira très bien aussi. Donc voilà, mais en fait c'était le nom de mon compte Instagram avant d'être le nom de ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Ensuite, à quel contenu faut-il s'attendre sur ta chaîne? Alors, à quel contenu il faut s'attendre sur ma chaîne? Je vais très très lentement dans ce que je suis en train de faire. Comme je m'en doutais, je suis vraiment incapable de faire deux choses en même temps comme ça. Je suis très admirative de tous ceux qui font les FAQ rempotent avec moi et qui font leurs tâches et en même temps ils répondent aux questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire. J'ai l'impression que c'est pas pour moi en fait. Donc bon, je disais.
Quel contenu s'attendre à voir sur ma chaîne? Des contenus plantes, comme vous vous en serez peut-être douté. Des contenus plantes, que ça soit un côté un peu vlog, entre guillemets, enfin vous savez, les quotidiens, les vidéos quotidiens plantes, où je vous embarque plutôt dans des tâches du quotidien, où là j'aime bien qu'il y ait un côté assez, voilà, assez naturel, assez authentique. Et puis aussi des vidéos un petit peu plus thématiques ou un petit peu plus travaillées, type voilà, les plantes préférées du mois, ou la vidéo présentation de la serre que j'avais fait, donc voilà, qui ont un cadre un petit peu plus rigoureux, qui sont plus faciles à faire, parce que pour les vidéos quotidiens plantes, je le filme sur plusieurs moments différents, etc. Donc c'est plus compliqué à faire le montage aussi. Mais c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder moi. Donc voilà. Donc du coup des vidéos plantes principalement. Et la question d'après, c'est quel avenir pour la chaîne? Et donc ça, c'est vraiment pas une question que je me pose. Je suis vraiment au jour le jour. C'est vraiment juste voilà, un loisir, un centre d'intérêt pour moi d'être sur YouTube. Donc j'ai pas tellement de plans pour la chaîne. Par contre, c'est possible que je parle de psychologie un jour, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder. Alors je sais pas si j'en parle, je sais pas si ça serait sur cette chaîne ou si ça serait sur une autre chaîne. Je pense qu'il faudrait d'abord que je vous sonde un petit peu pour savoir à quel point ceux qui sont abonnés à cette chaîne-là, ça les intéresse d'avoir de temps en temps un contenu psychologie, même si ça serait pas hyper souvent, je pense, parce que c'est quand même long, beaucoup plus long à préparer. Ou alors est-ce que justement c'est plus quelque chose qui vous gonflerait, et dans ces cas-là, je ferais plus une chaîne à côté, uniquement pour ceux qui veulent, quoi. Donc voilà, il faudrait que je vois là-dessus, mais en tout cas c'est fort probable qu'un jour j'ai envie de parler de psychologie. Donc voilà. Sinon, à part les plantes et la psychologie, je suis pas sûre que la chaîne évoluera tellement vers d'autres thématiques. Après, c'est possible aussi que je fasse un petit peu soit des choses un petit peu ce qu'on appelle lifestyle, c'est-à-dire plus par exemple de décoration, de choses comme ça qui n'ont pas forcément un lien direct avec les plantes, soit un petit peu du partage d'expérience, parce que alors j'aime pas forcément trop parler de moi parce que j'ai l'impression que c'est pas intéressant, mais par contre j'ai pas de problème à parler de moi, c'est-à-dire j'ai pas de gêne à parler de moi d'un point de vue perso, peut-être parce que je suis psy, donc je parle facilement voilà, de trucs qui sont perso. Donc je ferai un petit peu peut-être du partage d'expérience, comme quand j'ai arrêté de fumer ou quand je suis tombée en dépression, des choses comme ça. Parce que voilà, c'est des sujets qui sont pas du tout tabous pour moi, et je trouve que c'est intéressant d'aborder ces questions et de partager là-dessus. Donc c'est pas impossible qu'un jour ça soit abordé. Voilà. Mais sinon, je vous rassure, on va rester sur une chaîne plante à 99% du temps. Ensuite, comment je suis devenue plante addict? Alors, comment je suis devenue plante addict? Alors, j'ai eu dans ma vie quelques plantes que j'ai toujours fait crever. Il y a encore quelques années, j'arrivais pas à tenir un cactus parce que voilà, je m'étais jamais renseignée en fait sur les conditions des plantes. J'achetais une plante, je la mettais chez moi, je l'arrosais quand j'y pensais, parfois trop, parfois pas assez, et j'en avais mais rien à faire des conditions de la plante, quoi. Jamais j'allais taper le nom du truc sur internet pour voir ce dont elle avait besoin, tous les combien fallait que je l'arrose, etc. Vraiment, je les voyais juste comme un objet déco, et j'avais pas compris qu'il y avait vraiment un savoir-faire pour quand même la garder en vie. Je pensais vraiment qu'il y avait voilà, les gens qui ont la main verte, et puis moi j'avais pas la main verte, et voilà, tant pis. Et ça a commencé en fait avec la pandémie, avec le confinement, et associé aussi au fait que j'ai déménagé. Et donc je me suis retrouvée dans un appart beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux, avec une baie vitrée, etc. Et je me suis dit, j'ai quand même envie de mettre quelques plantes. Et donc du coup, voilà, j'ai acheté quelques plantes. Et j'avais vraiment pas envie de les faire mourir, pour le coup, cette fois-ci. En plus de ça, comme c'était justement pendant le confinement, j'avais beaucoup de temps devant moi. Donc j'ai commencé à regarder pas mal de conseils, de chaînes plantes, etc. Notamment la chaîne de Marion Botanical. Je pense que c'est
la youtubeuse plante qui a créé le plus de plantes addictes après. Et donc, à force de regarder, j'ai commencé vraiment à développer un intérêt, une passion pour ça. Et j'ai commencé voilà, à en acheter d'autres et donc en avoir de plus en plus. Et à nouveau, comme c'était pendant le confinement et que j'avais beaucoup de temps pour m'en occuper et que globalement, j'avais que ça, quoi. Enfin, je travaillais à côté, je faisais encore des consultations, mais tout ce qui était social, culture, etc., tout était fermé. Donc du coup, le seul loisir vraiment possible, c'était à l'intérieur de chez soi. Et donc c'était pour moi beaucoup les plantes. Et donc c'est là que je me suis vraiment lancée cœur perdu dans ma collection de plantes. Surtout qu'à l'époque, du coup, c'est là que je venais d'arrêter de fumer. Donc je pense que j'avais un besoin un peu addictif qui s'est reporté aussi à cette époque-là sur les plantes. Parce que j'ai commencé à acheter beaucoup de plantes vraiment au moment où j'ai arrêté de fumer. Et en plus, c'est la période justement où j'étais en dépression et où le fait de m'occuper des plantes, d'avoir un contact avec le vivant comme ça, qu'elles aient besoin de moi pour aller bien, besoin de moi pour survivre, de les voir pousser, de voir un petit peu leur évolution. Enfin, ça me reconnectait un petit peu avec quelque chose qui avait du sens, que j'avais un petit peu perdu, où voilà, plus rien n'avait d'intérêt pour moi, plus rien n'avait de sens pour moi. Et le fait de me connecter comme ça à cette passion, ça a vraiment beaucoup joué sur mon moral. Ça m'a apporté vraiment un cocon, un petit peu de bien-être, qui m'a beaucoup aidé à cette époque-là. Voilà un petit peu pourquoi je suis devenue plante addict. Alors après, je suis sortie de cette phase très compulsive, très addictive, qui était en plus un petit peu trop commerciale finalement, j'achetais beaucoup. Et là maintenant, j'essaye d'être plus consciente et mesurée dans mon rapport aux plantes et dans mon rapport à cette passion-là. Et donc d'acheter beaucoup moins de plantes et vraiment de me concentrer sur celles que j'ai déjà et de moins être centrée sur la quantité, le fait de toutes les avoir et quand il y en a une nouvelle qui m'intéresse, une nouvelle qui est à la mode, une nouvelle qui est rare, de tout de suite sauter dessus. J'essaie vraiment de sortir de ça parce que j'étais vraiment tombée dedans sur ce côté un petit peu compulsif, un petit peu addictif. Moi j'ai une tendance avec ça, que ça soit la cigarette, les achats compulsifs, etc. Je sais que c'est un risque dans lequel il ne faut pas que je plonge trop. Donc voilà, maintenant j'essaie vraiment de rester vigilante à ça par rapport aux plantes. Et donc de plus tellement être plante addict, mais voilà, plus passionnée, mais qu'il y ait un petit peu moins ce côté compulsif au niveau commercial qui je trouvais un petit peu dommage. Mais je juge pas du tout ceux qui sont là-dedans parce que justement je l'ai beaucoup été et probablement que je suis encore un peu trop encore. Alors, il faut quand même que... je m'intéresse un petit peu à ce que je suis en train de faire parce que sinon je vais pas aller loin avec mes histoires de tuteur. Je n'ai même pas fait un tuteur pour le moment vu que tellement je suis lente. Genre à peine j'ouvre la bouche, mes mains s'arrêtent quoi. Donc c'est pas très pratique. Alors là j'utilise de la sphène qui est toute sèche. Mais je vais humidifier bien après, une fois que le tuteur sera fait. Alors du coup, là j'ai répondu aux questions tag nouvelle chaîne YouTube. Ensuite, je vais passer à la partie un petit peu plus FAQ, donc les questions que moi j'ai reçues. Alors du coup, la première que j'ai notée, c'est est-ce que mes pots sont troués parce que la personne a remarqué que j'avais pas de coupelle sous mes pots. Alors oui, tous mes pots sont troués. Soit j'ai des pots en terre cuite, donc qui sont troués, soit j'ai des pots en plastique troués qui sont dans des cache-pots. Et en fait, j'ai pas de coupelle parce que je trouve que ça prend trop de place. Et donc, en gros, j'arrose pas sur place. J'ai des bacs d'arrosage et je pose mes bacs d'arrosage sur la grande table là-bas et j'emmène toutes les plantes. Et donc, je les laisse s'égoutter voilà, dans les bacs et ensuite je les rapporte. Donc, j'ai pas forcément besoin de coupelle. Même si voilà, c'est vrai que parfois ça n'a pas complètement fini de s'égoutter, donc je mets un peu de l'eau par terre, bon, c'est pas dramatique. Mais donc non, j'ai pas de coupelle, en effet, mais je vous rassure, tous mes pots sont bien troués. Alors, je crois que j'en ai
un ou deux qui sont pas troués, sur lesquels je fais très gaffe du coup, voilà, à pas trop arroser. Ensuite, quelqu'un qui me demandait est-ce que avoir beaucoup de plantes c'est pas mauvais pour la santé, notamment, alors c'est vrai qu'il y a un peu ce mythe qu'avoir des plantes, notamment de dormir dans une pièce où il y a des plantes, c'est mauvais pour la santé. Alors, c'est plutôt un mythe, effectivement, parce que, en gros, vraiment, je ne suis pas experte du sujet, hein, donc je vous dis les choses comme moi je les ai compris, mais n'hésitez pas à apporter des précisions ou à me corriger. Mais les plantes, donc la journée, elles vont consommer du dioxyde de carbone et elles vont relâcher de l'oxygène, donc du coup, ça va plutôt être purifiant en soi, c'est-à-dire que c'est plutôt positif quoi, qu'elle consomme du dioxyde de carbone et qu'elle relâche de l'oxygène. Mais quand on dit que ça purifie l'air, en fait, il en faudrait une quantité astronomique qui fait que même moi, avec mes 150 plantes, ça suffit pas pour purifier l'air. Et puis la nuit, c'est l'inverse, du coup, elles vont consommer de l'oxygène et relâcher du dioxyde de carbone, si je me trompe pas. Et donc c'est là qu'il y a cette idée que potentiellement ça serait un petit peu toxique parce que voilà, ça consommerait de l'oxygène, etc. Alors, en théorie, oui, mais en fait c'est pareil que pour le côté purifier l'air, il en faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que j'ai, surtout que moi j'en ai pas énormément dans la chambre, enfin j'en ai beaucoup moins. Et pour vous donner un exemple, bah, en fait mon copain et mon chat consomment à eux seuls plus d'oxygène que l'ensemble de mes 150 plantes la nuit. Parce que c'est pareil, hein, on va consommer de l'oxygène aussi, nous. Donc du coup, en fait, c'est oui dans l'absolu, mais c'est pareil s'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce avec vous, c'est pareil s'il y a des animaux. Donc voilà, c'est pas suffisant pour que ça ait un effet sur la santé. Par contre, il faut aérer régulièrement la pièce, mais voilà... de toute façon, il faut toujours aérer régulièrement les pièces, hein, même quand on n'a pas de plantes, pour aider à renouveler l'air. Mais si c'est quelque chose qui vous inquiète, simplement, ne mettez pas trop de plantes dans l'endroit où vous dormez. Et puis voilà quoi. Mais très honnêtement, c'est pas un vrai problème. Ensuite, quelqu'un me demandait est-ce que je tenais un cahier où je notais mes plantes pour m'organiser, etc. Alors, pas vraiment, enfin j'ai pas de cahier où je note mes plantes, j'ai juste l'application Monstera que je vous ai présentée sur ma dernière vidéo, donc sur la vidéo quotidien numéro 3, qui est une application où j'ai rentré toutes mes plantes et donc je peux voir le nombre de plantes que j'ai et le nombre de plantes selon la localisation de mon appartement. Et puis ça me permet aussi de savoir depuis combien de temps je les ai pas arrosées et plus ou moins dans combien de temps il faut que je commence à vérifier si elles ont soif ou pas. Alors comme je disais dans ma dernière vidéo, ça ne remplace pas le fait de vérifier si la plante a besoin d'eau ou pas, si elle a soif ou non. Mais par contre, ça fait une aide plus mémorielle, quoi. C'est vraiment pour penser à les vérifier, quoi. Moi, j'utilise pour vraiment bien fermer le tuteur, parce que là, il y a des attaches pour le fermer, mais c'est pas suffisant, je trouve. Moi, j'utilise des zip ties. Ça, c'est quelque chose, enfin, c'est vraiment génial. J'ai utilisé ça aussi pour accrocher plein de trucs dans ma serre, etc. Vous devez connaître, mais c'est voilà, simplement des petites attaches comme ça. Mais une fois que c'est enclenché, c'est vraiment hyper solide, ça peut pas se désenclencher. Alors par contre, ça ne s'utilise qu'une seule fois, du coup. Mais c'est hyper pratique. Donc ensuite, moi je voulais mettre ce tuteur dans... je voulais l'utiliser pour mon philodendron Plomanie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Le philodendron Plomanie, c'est une plante rampante et pas une plante grimpante. Oui, je sais, mais le mien il grimpe. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire, j'arrive pas à le faire ramper. C'est, je sais pas si vous voyez, hop, voilà, il est parti en hauteur comme ça. Et j'ai essayé de le mettre dans une jardinière pour essayer de l'aider à ramper. Ça n'a pas du tout fonctionné. Donc je l'ai remis sur tuteur. Et pour l'instant, il se porte bien. Hein.
Donc il est accroché. Alors je vais couper un petit peu les longs bouts derrière comme ça parce que je trouve ça moche. Alors est-ce que c'est stable? C'est stable, stable coup-ci coup-ça quoi. Mais de toute façon, il n'était pas stable avant celui-ci. Il est trop lourd pour son pot. Faudra que je le rempote dans un pot plus grand pour que ça soit plus stable, mais il n'a pas assez de racines pour ça, je trouve. Enfin, en soi, la taille du pot est correcte par rapport au système racinaire, mais par contre, la plante, elle, est trop lourde par rapport au pot. Donc, est-ce que vous aussi, vous êtes en train de vous demander est-ce que la meuf, elle est en train de faire une FAQ ou est-ce qu'elle est en train de faire un vlog? Il faudrait peut-être qu'elle se décide. Et je suis bien d'accord avec vous. Et mes tuteurs, je reprendrai plus tard parce que voilà, sinon je vais en avoir pour 3 heures à répondre aux questions. Donc je vais finir juste comme ça. Alors du coup, donc j'avais aussi comme question 2 questions par rapport à ma vidéo de présentation de ma serre, de mon cabinet vitrine Ikea. J'avais une question concernant les substrats, qui me demandait quel substrat j'utilisais dans ma serre. Alors, moi je suis vraiment pas du genre à me prendre la tête, donc j'utilise les mêmes substrats qu'en dehors de la serre. Enfin, je fais pas de différence particulièrement entre les substrats que je vais utiliser dans la serre et les substrats que je vais utiliser à l'extérieur de la serre. Moi, la majorité de mes plantes sont en terreau-perlite. Et j'ai quelques plantes qui sont en mélange aracé. Il y a certaines plantes aussi pour lesquelles j'utilise un petit peu de tourbe. Voilà. Donc vraiment moi pour tout ce qui est composition du substrat, je fais très très simple. Et je fais très simple mais mes plantes se portent bien. Donc voilà. Après, je dis pas que ça sert à rien, loin de là. Hein. Ça, je pense que la composition du substrat, c'est vraiment quelque chose qui a un effet, c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur le bien-être de la plante, sur son développement. Et probablement que si je m'y intéressais de plus près, que je prenais vraiment le temps de faire mes mélanges, etc., voilà, j'aurais des bénéfices. Mais je trouve que vraiment c'est trop chronophage quoi, parce qu'il faut avoir faut toujours avoir les différents éléments de composition en même temps, donc penser à tous les racheter, etc. Enfin, je trouve que ça demande un petit peu d'organisation que malheureusement j'ai pas, parce que moi quand je décide de rempoter une plante, souvent je décide ça vraiment à l'arrache. Il est 3 h du matin, je suis en train de faire une insomnie ou je m'ennuie. Et puis voilà, je me lance dans un rempotage et j'ai pas toujours tout ce qu'il faut. Donc du coup, je finis en général par faire avec ce que j'ai, et ce que j'ai tout le temps, c'est terreau-perlite. Voilà. Mais notamment, alors pour mes anthuriums, parfois j'ai utilisé des mélanges un petit peu plus compliqués. Et puis pour certains phyllos aussi, mes Monstera variegata, j'ai utilisé des mélanges aracés. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas du tout la personne experte pour les substrats. Donc voilà, vous pouvez toujours me poser les questions, j'y répondrai, mais je pense que je suis pas de meilleurs conseils là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait simple, ça peut fonctionner aussi. Voilà. Après, si jamais la plante va mal, il est toujours temps de se demander si changer la composition du substrat, ça serait intéressant. Mais bon, je trouve que j'ai déjà, que la passion des plantes, ça demande déjà suffisamment de temps et d'investissement comme ça, surtout quand il y a Instagram et YouTube à côté, pour en plus s'en rajouter trop. Donc il faut trouver des compromis quelque part. Ensuite, alors... ah oui, j'avais aussi par rapport à ma serre toujours, quelqu'un qui, même 2 personnes je crois, qui me demandaient le coût de la consommation au niveau de la facture d'électricité. Alors moi j'ai pas noté de hausse importante dans la consommation électrique depuis que j'ai ma serre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui consomme le plus là-dedans, c'est les lampes horticoles, et elles sont faites exprès pour consommer le moins possible. Et donc j'ai regardé un petit peu les lampes que moi j'ai. Elles vont avoir à peu près là
à la fréquence à laquelle je les utilise, c'est-à-dire tous les jours, toute la journée, c'est à peu près la consommation d'un frigo, en gros. Bon, d'un frigo, pas le meilleur frigo, quoi, le frigo qui consomme un peu. Donc c'est pas idéal hein, écologiquement, c'est sûr, mais c'est pas, ça consomme quand même moins que ce qu'on pourrait imaginer. Par exemple, d'avoir à l'époque où j'utilisais un chauffage électrique parce qu'il n'y avait pas, le chauffage marchait pas chez moi, ça consommait beaucoup plus. Et ma facture d'électricité était beaucoup plus montée alors que je l'utilisais que quelques heures par-ci par-là, quoi. Là, les lampes Ortico, je les utilise presque en permanence et ma consommation, alors financièrement, elle n'a pas beaucoup augmenté. Et quand j'ai regardé un petit peu à quoi ça correspondait, bah, c'est voilà, un gros frigo ou un four, voilà. Mais d'ailleurs, de façon un petit peu plus générale, la passion des plantes, c'est aussi parfois un dilemme un peu écologique parce que pour l'arrosage aussi, on va utiliser pas mal d'eau, donc il faut, il y a des stratégies pour essayer de récupérer, voilà, l'eau du premier arrosage en mettant un bac en dessous, etc. Enfin, donc de pouvoir récupérer l'eau du bain quand on a pris un bain, etc. Mais pareil, ça demande un petit peu plus de temps, quoi. Mais en tout cas, avoir plein de plantes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus écolo. Alors, même qu'en général, on a plein de plantes parce qu'on aime bien la nature, donc c'est un petit peu le... c'est un petit peu le dilemme. Mais bon, j'essaye de faire des efforts à côté sur d'autres choses. Et puis ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que le fait que la passion des plantes d'intérieur et la collection de plantes se soit développée comme ça a permis de conserver certaines espèces de plantes qui n'existent plus tellement ou presque plus dans la nature. Donc voilà, ça a aussi des côtés positifs. Après, il faut vraiment faire attention, enfin s'assurer que bah, en fait, les plantes qui sont commercialisées, qu'on achète, ne sont pas des plantes qui ont été prises dans leur environnement naturel, retirées de leur environnement naturel. Ensuite, j'avais une question qui me demandait comment j'arrosais mes plantes en suspension. Alors mes plantes en suspension, la plupart du temps, je les descends pour les arroser. Donc parfois c'est un petit peu acrobatique. Donc voilà, je les descends pour les mettre dans les bacs d'arrosage. Et puis pour certaines qui sont un petit peu compliquées à descendre, soit parce que voilà, elles sont accrochées au macramé, parce qu'il y a, voilà, il y a des lianes qui grimpent, etc. Et ben dans ces cas-là, soit j'arrose au-dessus de la suspension et je mets un petit bol en dessous, soit je mets un Hoya ou un système d'arrosage goutte à goutte. Donc voilà, je fais beaucoup ça. Ce qui m'arrive souvent, c'est d'utiliser un Hoya ou un système goutte à goutte, et puis une fois de temps en temps, mais plus rarement, de les descendre pour leur faire un vrai bassinage, un vrai arrosage. Voilà, pour les plantes en suspension. Et la même personne me demandait aussi comment je gérais les indésirables en ayant autant de plantes les unes près des autres. Donc les indésirables, c'est-à-dire tous les nuisibles qu'on peut avoir sur nos plantes. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise régulièrement des insectes prédateurs, alors notamment pour les trips, parce que moi c'est surtout les trips qui vont potentiellement me poser problème, c'est-à-dire que je vais avoir du mal à éradiquer. Et donc je mets 2-3 fois par an environ, parfois un peu plus souvent, je vais mettre en préventif des sachets d'acariens prédateurs, donc les acariens cucuméris je crois, qui sont là pour, qui vont manger les larves de trips. Donc si on commence à avoir un début d'invasion, ça permet de faire une bonne protection pendant 3-4 semaines. Et puis quand j'ai des trips, je mets aussi ces sachets là et je les renouvelle plusieurs fois pour que la protection soit un petit peu continue et prévenir une rechute. Et quand j'ai vraiment des plantes qui sont très infestées et où les acariens prédateurs vont pas suffire, dans ces cas-là, je vais traiter. Et donc là j'ai 2 traitements, j'en ai un qui est soft et un qui est un petit peu plus hardcore pour les cas d'urgence, mais que j'essaye d'utiliser le moins possible parce que pareil il est vraiment pas écologique, mais je me permets de le faire quand c'est vraiment l'urgence et que comme j'ai que des plantes d'intérieur et que j'ai pas d'extérieur, bon en tout cas ça va pas impacter les insectes qui viennent prendre le pollen des plantes, quoi. Les insectes pollinisateurs, je ne sais plus comment on appelle ça. Les abeilles par exemple, voilà. Elles vont pas être impactées par l'insecticide parce que de toute façon moi j'ai que des plantes d'intérieur. Mais ce qui est important par rapport à la gestion des nuisibles, c'est de vérifier régulièrement, de penser à faire du préventif de temps en temps.
Et puis quand on voit qu'on a une plante qui a des nuisibles, de vraiment bien regarder les plantes autour et potentiellement de les traiter aussi, ou de mettre des insectes prédateurs sur les autres plantes et pas juste de s'occuper de la plante sur laquelle on a vu des nuisibles, parce que c'est fort probable que ça soit déjà voilà, transmis à d'autres plantes et donc que l'invasion se propage de toute façon. Après, moi, vraiment, ça n'a jamais été un drame chez moi, les nuisibles. Et pourtant, j'ai eu de tout. Hein. Donc, j'ai eu des thrips, ce qui est vraiment le plus chiant. J'ai eu des acariens. Et là, j'ai notamment des acariens, des araignées rouges sur mes colocasia et mes xanthosoma dans la cuisine. Donc, voilà, que je douche régulièrement. J'utilise du savon noir. Et ça revient de temps en temps. Donc, voilà. Bon, je vais voir si j'arrive à les éradiquer comme ça. Les cochenilles, je trouve que c'est très facile. Quand on traite une fois les cochenilles, chez moi, ça revient assez rarement. Sauf les cochenilles à carapace. Les cochenilles à carapace, c'est un enfer, je trouve. Mais bon, tout ça, je détaillerai peut-être une prochaine fois sur une vidéo sur les nuisibles. Mais en tout cas, je trouve qu'il ne faut pas trop paniquer avec les nuisibles. En fait, ça se gère. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis aussi, avec le temps, on trouve nos routines, nos habitudes, ce qui fonctionne. Et maintenant, moi, quand j'ai des trips, je me dis, bon, c'est chiant, mais je sais ce que je vais faire. Je sais que globalement ça va fonctionner. Et je perds pas de plantes. Enfin, je perds plus de plantes, en tout cas, à cause des nuisibles. Pour le moment, hein, je croise les doigts. C'est très possible que je reperde des plantes à cause de ça. Mais en tout cas, pour le moment, c'est géré, vérification régulière, préventif, et puis voilà, traitement d'urgence si nécessaire. Et surtout, moi, le préventif, je le fais quand je pars en vacances. Si je pars 1-2 semaines, je mets des sachets d'acariens prédateurs partout pour que rien ne se développe pendant que je suis pas là et quand je peux pas gérer le problème, quoi. Ensuite, quelqu'un me demandait quelle était mon approche en tant que psychologue, donc voilà, mon orientation thérapeutique. Alors, je sais pas si ça va vous parler, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent pas, mais moi, je suis psychologue. Et je suis spécialisée dans les thérapies comportementales et cognitives, voilà, qui sont un type de thérapie assez développé, mais dont on entend un petit peu moins parler que la psychanalyse. Et donc moi j'ai fait, après mes études de psychologie, donc j'ai fait à la fois mon doctorat et à la fois une formation spécialisée de 3 ans en thérapie comportementale et cognitive. Et aujourd'hui j'ai plutôt une approche qu'on pourrait appeler intégrative, c'est-à-dire que je vais à la fois avoir ma spécialisation dans les thérapies comportementales et cognitives, qu'on appelle les TCC, voilà, c'est le nom raccourci, mais je vais m'inspirer de plusieurs approches et prendre des outils psychologiques un petit peu partout dans différentes approches thérapeutiques et différents modèles qui existent pour proposer quelque chose qui va vraiment être adapté selon la personne en face, selon les problématiques de la personne en face. Et donc c'est ce qu'on va appeler notamment l'approche intégrative, c'est-à-dire le fait d'intégrer différents courants de la psychologie. Même si moi, mon orientation principale, c'est plutôt les thérapies comportementales et cognitives, et que je fais pas beaucoup de psychanalyse, enfin, c'est vraiment pas ma spécialité, et donc je pratique assez peu. Et puis je suis spécialisée dans les troubles dépressifs et les troubles anxieux, principalement. Après je prends en charge d'autres choses, mais ma spécialité première, c'est tout ce qui va être troubles de l'humeur, dépression, anxiété, troubles bipolaires, des choses un petit peu comme ça. Avec les troubles anxieux au sens très large, donc le trouble anxieux général, mais aussi des phobies, de l'anxiété sociale, de la timidité, des TOC, de l'agoraphobie, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Ce qui est assez ironique parce que moi, les deux choses dont je souffre sur le plan personnel, c'est dépression et anxiété. Alors, anxiété, maintenant, c'est plus trop le cas. Mais donc voilà, donc c'est intéressant parce que y a beaucoup de personnes qui penseraient que c'est pas forcément compatible d'avoir des troubles anxieux et dépressifs et d'être psychologue et de prendre en charge des personnes qui ont des troubles anxieux et dépressifs, mais c'est tout à fait compatible et ça n'empêche pas du tout d'être une bonne professionnelle. Faut savoir faire la part des choses, bien sûr, mais voilà, c'est pas du tout un problème pour moi. Au contraire, ça a été très enrichissant sur certains aspects. Ensuite, quelqu'un me demandait, alors je n'ai pas l'intitulé exact de la question parce que c'est simplement de tête,
mais comment je faisais pour avoir un chat avec beaucoup de plantes, et si j'avais voilà, des astuces, des conseils pour que le chat abîme pas les plantes. Alors bah déjà, première chose, je vous renvoie à la vidéo qu'a fait Marion Botanical sur le sujet, sur tous ses conseils sur voilà, avoir des plantes et un chat. Je pense pas que voilà, que j'aurai des choses beaucoup plus intéressantes à dire, mais alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des plantes qui sont toxiques hein, pour les animaux, donc il faut bien se renseigner, il faut faire attention par rapport à ça. Et puis, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas un chat qui s'est beaucoup intéressé aux plantes et il n'est pas très destructeur. Alors, en fait, moi, mon chat, il va avoir quelques plantes qui l'intéressent, notamment le chlorophytum. S'il le voit, il lui saute dessus, il le bouffe de A à Z. Donc voilà, il a quelques plantes chouchoutes comme ça, qui sont du coup des plantes que je vais mettre hors de sa portée. Donc par exemple, je vais les mettre en hauteur en général, pour être bien sûr, et bien en hauteur, vraiment dans des endroits accessibles, parce qu'il est capable de sauter sinon. Donc, voilà, donc vraiment, je les éloigne. Et puis, les plantes toxiques, au début, c'est pareil, je les mettais hors de portée. Et quand j'ai pu voir qu'en fait, ils s'y intéressaient pas trop, qu'ils les ignoraient, et ben, au bout d'un moment, j'ai commencé voilà, à voir que je pouvais relâcher un petit peu et faire moins attention là-dessus. Et donc, effectivement, maintenant, voilà, je vois que il essaye jamais de manger vraiment une plante, quoi. Moi, dans un premier temps, j'avais en fait toutes mes plantes qui étaient dans le salon, et notamment toutes les plantes soit qui étaient toxiques, soit qui me tenaient à cœur. Et le salon, je le fermais la nuit ou quand je partais de chez moi pour que le chat n'y ait pas accès. Et donc du coup, les seuls moments où il avait accès au salon, c'est quand moi j'étais dedans. Et donc bah, ça me permettait de surveiller, de voir comment il se comportait avec les plantes et d'avoir vraiment une période où je pouvais jauger un petit peu à quel point c'est faisable de le laisser seul avec les plantes et de le laisser un petit peu sans surveillance. Et j'ai pu voir que bah, voilà, il s'approchait, il reniflait un petit peu, qu'il avait certaines plantes qui l'intéressaient plus que d'autres. Mais assez rapidement, j'ai vu que en fait, voilà, je pouvais le laisser seul avec les plantes, ça posait pas de soucis. Je pense que ce qui est important, c'est de le laisser quand même s'approcher un petit peu, c'est-à-dire quand on a une nouvelle plante, etc., de le laisser venir, de le laisser renifler un peu pour que ça soit pas un grand mystère pour lui et puis qu'il puisse s'habituer, en fait, que ça devienne normal. Et ce qui est vraiment le cas chez moi, c'est-à-dire que j'ai tellement de plantes et puis maintenant ça fait un certain temps que bah, pour mon chat les plantes c'est normal finalement, c'est pas tellement un objet de curiosité et donc bah, il s'y est vraiment habitué quoi. Et ça arrive de temps en temps, soit une plante en particulier, soit une nouvelle plante qui a un petit regain d'intérêt et dans ces cas-là bah, voilà, je surveille dans un premier temps et puis en général ça se fait tout seul. Après il existe des répulsifs que moi j'ai pas eu besoin d'utiliser. Mais voilà, je sais qu'il existe des répulsifs pour les animaux qui sont ni toxiques pour l'animal ni toxiques pour la plante, mais qui vont avoir une odeur, quelque chose qui font que ça va plutôt donner envie au chat de voilà, de pas y aller. Sinon, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir vraiment des choses à côté qui permettent au chat de pas s'ennuyer finalement. Donc des griffoirs, des jouets ou alors de l'herbe à chat ou des plantes non toxiques mais qui sont exprès pour lui, qu'il a le droit de manger. Comme c'est le cas sur la youtubeuse plante Verbobo, elle a un petit peu une sorte de coin avec des Bocarnea que son chat a le droit de manger. Donc c'est un petit peu voilà son petit bar à Bocarnea qui peut manger à volonté. Et ça empêche finalement d'aller sur les autres plantes qu'on a moins envie qu'il aille déglinguer quoi. Donc voilà, donc vraiment qu'il ait de quoi s'occuper et de quoi gérer sa frustration ou se purger à côté finalement. Donc voilà, donc de disposer aussi des choses autour. Sinon, je sais pas trop ce que je pourrais vous donner d'autre comme conseil. Je sais qu'il y a des chats dont le problème c'est qu'ils ont tendance à aller gratter la terre ou à faire leurs besoins dedans. Ça, moi, j'ai vraiment pas connu. Donc voilà, je sais pas trop. Je sais qu'il y a des astuces de mettre des choses sur la terre pour recouvrir un petit peu. Je sais pas, ça peut être par exemple des billes d'argile ou des choses comme ça pour que la terre soit pas accessible. Mais forcément, bon, c'est un petit peu chiant hein, quand on a 150 plantes, devoir recouvrir peut-être juste celles qui sont au sol, quoi, au niveau du sol. Et puis j'imagine que si on a un chat qui est vraiment destructeur, il n'y a pas trop d'autres solutions que voilà, d'avoir des plantes qui sont pas trop accessibles, donc pas des plantes
pas des plantes au ras du sol, mais plutôt sur des étagères en suspension, des choses comme ça quoi. Ensuite, la dernière question que j'ai eue, c'était une question qui me demandait de vous faire un update sur mon Syngonium Red Spot Tricolor. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un Syngonium que j'avais déballé dans une vidéo unboxing, alors ma seule vidéo unboxing, qui venait de chez Groen Inuit, qui normalement est une plante assez chère et donc que j'avais acheté vraiment en tout petit, en tout bébé plante, pour la payer à un prix beaucoup plus raisonnable. Et donc je vais aller vous le chercher pour vous montrer comment il est. Alors, le voici. Donc du coup, il est accroché dans ma serre. Je le suspecte quand même de recevoir un petit peu trop de chaleur et un petit peu trop de lumière. Donc je me demande s'il ne faudrait pas que je le déplace. En tout cas, il est toujours vivant, il pousse, mais il perd régulièrement ses premières feuilles. Donc il n'a jamais beaucoup de feuilles à la fois. Mais là, je vois qu'il a une feuille qui arrive qui commence à augmenter vraiment en taille. Alors, hop. Donc voilà, qui va être un petit peu plus grosse. Donc il se développe malgré tout. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très très fragile quoi. Le système racinaire va bien, mais ça se voit qu'il a du mal à vraiment se tenir. Donc on sent que c'est vraiment une plante toute jeune et comme toutes les bébés plantes, elle est très fragile. Alors là j'avais quand même craqué dessus parce que comme c'est un Syngonium, c'est quand même des plantes assez faciles. Donc je m'étais dit même en bébé plante, ça devrait aller. Et ça va globalement, mais voilà, je vois qu'il faut que j'y fasse quand même assez gaffe. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler cette nouvelle feuille-là qui a l'air un petit peu plus grosse. En espérant du coup qu'il commence vraiment à prendre de l'ampleur, même si bon, c'est pas pour demain que ce sera une vraie grosse plante, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, je continuerai à vous faire des updates de temps en temps, en espérant que ce soit des updates positifs. Oui, je vous ai dit que c'était la dernière question, mais en fait, il y en a une autre dernière. C'était un update de ma jardinière de caladium. Donc ça, on m'a demandé sur Instagram. Alors pareil, je vais aller vous la chercher. Excusez-moi, c'est loin. Alors attendez, comment je vais prendre ça. Alors, on voit pas forcément très bien ici. Je vous ferai sûrement quelques plans. Hop, attendez, je vais vous remonter. Voilà. Alors, ma jardinière de caladium, elle va très bien. Tous les caladiums qui sont dedans sont bien sortis, sont bien développés. Donc voilà, il y a le Strawberry Star ici. Alors, il y a le fameux White Queen qui ressemble pas du tout à un White Queen. Mais peu importe ce que c'est, il est vraiment très joli. Donc voilà. Donc ma jardinière va très bien. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Ils sont vraiment magnifiques là tous ensemble comme ça. Donc voilà. Il y a pas mal de nouvelles pousses. Alors du coup attendez, je vais vous faire un petit plan. Hop. Ouais, vous voyez, c'est bien fourni. Il y a des... Ah tiens, il y a une fleur qui arrive là, que je vais couper. Et donc, voilà. Ça pousse bien. Je trouve que le mélange de couleurs est parfait. Alors, je la tourne régulièrement pour qu'il ne penche pas que d'un côté, mais... Voilà. Un petit peu. Voilà pour le petit update de ma jardinière de caladium. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions que j'avais sous la main. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a intéressé. Vous n'avez pas vu beaucoup de plantes dans cette vidéo pour le coup. Mais moi ça m'a fait plaisir de partager un petit peu plus avec vous. Vous avez appris à me connaître un petit peu mieux. Alors ça se trouve, c'était pas quelque chose qui vous intéressait du tout. Mais bon, au moins comme ça c'est fait. Pour être tout à fait honnête, j'avais tourné une autre vidéo hier sur des plantes faciles et sympas pour débutants. Mais finalement en la re-regardant,
bah, elle me plaisait pas tant que ça, du coup je l'ai pas postée. Je sais pas si je la posterai un jour, mais donc finalement j'ai décidé de retourner aujourd'hui et de faire une autre vidéo et de faire plutôt la FAQ cette fois-ci. Donc du coup bon voilà, hier j'ai un peu perdu ma journée du coup, mais tant pis, c'est la vie. Du coup bah voilà. En tout cas j'ai plein d'autres idées pour les prochaines vidéos. Et puis bah, je vous remercie à nouveau tous et toutes pour tous vos retours. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Alors je sais pas trop quand est-ce que j'aurai sorti cette vidéo. Là on est samedi. Donc je vais essayer de la sortir pour demain. Et puis bah, je vous souhaite bon courage avec cette canicule, quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.